Mouammar Kadhafi, le naufrage du Bédouin, par Vincent Hugueux. Toute dictature est singulière, mais Mouammar Kadhafi, seul maître à bord du Rafio Libye 4 décennies durant, aura inventé un modèle de tyrannie unique. Une gouvernance orwellienne censée donner corps à son populisme dévot et patriote. L'histoire de la Jamaïria, État des masses, libyenne arabe populaire et socialiste, est celle d'une dystopie, d'une utopie qui vire à l'aigre. Car les idéaux égalitaires et généreux professés en 1969 par ce révolté de naissance, cet officier rebelle austère, inconnu et si sûr de son étoile, font écho aux aspirations des laissés-pour-compte au mieux ignorés, au pire méprisés par une monarchie à bout de souffle. Très vite pourtant, le bout-de-feu nassérien s'exaspère des résistances entravant son épopée, qu'elles émanent de ses compagnons d'armes, d'une base rétive à ses audaces ou de ses grands voisins, Égypte en tête, nullement conquis par sa frénésie fusionnelle et ses prétentions universalistes. L'enfant du désert se fait alors impérieux, cassant, despotique, sans cesser pour autant de récuser sa qualité de chef d'État pour revendiquer celle de guide de la Révolution, d'inspirateur affranchi des contingences du quotidien. Artifice rhétorique, vénéré, craint ou exécré, le timonier, tant courtisé par l'Occident, régente tout. Lorsque les vents du printemps arabe balaient son royaume, il s'accroche en vain à sa chimère. Comment ce peuple dont j'incarne la destinée me lâcherait-il? Ivre d'un filtre toxique, cocktail de vanité, de dépit et de déni, Mouammar, le sauveur, achèvera sa longue méharée dans la peau de M le maudit. Vivant, il était une énigme, un inépuisable défi à toute rationalité. Défunt, il demeure un mystère. 10 ans après son affamante agonie, Mouammar Kadhafi persiste à dérouter ses vainqueurs et ses exégètes. Au panthéon des potentats, l'impérieux bédouin repose entre le carré des icônes rebelles et celui des parias. Martyr révéré pour les uns, cruel bouffon pour les autres. De sa naissance, énigmatique, à son trépas, brutal et crépusculaire, ce fils d'humble berger aura forgé sa légende au feu de l'outrance et jonglé avec les paradoxes. Fringant galonné épris de liberté, il renverse à l'été 1969 une monarchie exténuée pour instaurer une implacable tyrannie, prophète du pouvoir au peuple, il a servi le sien. Contempteur de la servitude des femmes, il avilit ses conquêtes. Pieux musulman, il raille les oulémas, prétend imposer sa lecture du Coran, bouscule les usages patriarcaux et combat âprement l'islamisme radical. Militaire de carrière, il se révèle putschiste, inspiré mais piètre guerrier. Comme l'atteste le fiasco tchadien des années 1980 et la conduite erratique dans son ultime bataille 4 décennies plus tard. Avocat de la frugalité, il n'est qu'indulgence pour les frasques et les coûteux caprices de ses fils et de sa fille chérie Aïcha, fratrie d'enfants gâtés. Bédouin rugueux, il se veut penseur au point d'échafauder une théorie universelle, censée frapper d'obsolescence toutes les idéologies connues au risque de se perdre dans un maquis touffu de raccourcis hasardeux et simplistes. Patriote farouche, il s'imagine, lui le disciple du raïs égyptien Gamal Abdel Nasser, en sauveur de l'idéal panarabe, puis en roi des rois d'Afrique, et ne sera ni l'un ni l'autre. Les lubies du Libyen. Rendons toutefois à feu Kadhafi cette justice. Le guide de la Révolution aura su parfois, par instinct de survie, changer de monture à temps, quitte à flétrir le terrorisme dont il fut le parrain, ou à courtiser l'Occident, qu'il vouait aux flammes de la GN. Et il suscite encore, post-mortem, une troublante dévotion au sein de jeunesse en mal de héros, notamment dans les rangs de l'intelligentsia africaine. Ce type est fou. Qu'il soit dicté par l'amertume, le mépris ou la perplexité, le verdict a résonné des décennies durant dans les allées des souks et sous les ors des chancelleries. Dément, l'impérator libyen? Fantasque, oui, irascible certes, mais ses tenues excentriques, ses colères théâtralisées, ses diatribes incandescentes, ses écrits abscons et déroutants, ses lubies et ses rodomontades masquent mal une implacable cohérence. Celle de l'incurable insoumis, aiguillonné par de tenaces obsessions. Laver l'affront colonial, rendre à l'humilié sa dignité, revivifier l'islam, rassembler la Oumma, communauté des croyants, unifier à la cravache une Afrique aux frontières abolies. Investi à l'entendre d'une mission sacrée, le caïd nassérien ne peut avoir que des disciples et des ennemis. Tel un cours de secte, il se croit l'élu, lui qui ne le fut jamais. Comment, il est vrai, ne pas avoir foi en son étoile lorsqu'on échappe au fil des ans à tant de tentatives d'assassinat, à tant de complots, les uns indignes de Machiavel, les autres des pieds nickelés, quand on survit à tout, y compris, au printemps 1986,
au raid dévastateur de la Grande Amérique. C'est d'une plume trempée dans le sang de l'ennemi que s'écrit la légende du rescapé. C'est au fil d'or de la baraka que fut brodée la toge dont il se drape. La chance n'explique pas tout. L'efficacité, glaçante, d'un appareil répressif implacable non plus. Barré si longtemps par Crotan requiert un sens inné du louvoiement, un art consommé du chaos, une science aiguë des alchimies tribales. S'il privilégie les siens, Kadhafi saura longtemps monnayer les allégeances, puisant dans la ronde pétrolière de quoi huiler les rouages de sa machinerie. L'instauration, dès 1977, de la Jamaïria, République des masses, libyenne, arabe populaire socialiste, dévoile une autre facette du personnage, la prétention à l'universalité. Théorisé dans le fameux Livre vert, ce concept inédit dessine les contours d'une démocratie directe, pure et parfaite. Une démocratie sans urne ni parlement, sans parti ni opposant. Là réside le leurre de toute révolution perpétuelle. Celui qui l'anime finit par tourner sur lui-même. Dans le bain d'acide de ses chimères, le frère guide aura, en Lénine saharien, beaucoup dissous. L'État, le gouvernement, l'armée, voire la Libye elle-même. Maître absolu, mais distant d'un théâtre d'ombre, il a orchestré son propre effacement et organisé la dilution du pouvoir afin de mieux en confisquer les commandes. Souverain sur tout, responsable de rien. Fredonnant la complainte du monarque dépité, mes sujets ne me méritent pas. Kadhafi est aussi le héros ou l'anti-héros d'une histoire bien de chez nous. Des manifs que, pourfendeur, précoce du colonialisme, le lycéen Muammar mène sous les fenêtres du consulat de France à Séba, aux 2 bombes lâchées un matin d'octobre 2011, sur le convoi du fuyard aux abois à l'ouest de Sirte. Entre ces 2 scènes, un compagnonnage à éclipse tumultueux mais insubmersible. Le futur guide de la Révolution vénère celle de 1789, matrice de toutes les autres à ses yeux. Il admire Napoléon, lit Montesquieu et Rousseau, s'abreuve des écrits des pionniers du socialisme utopique et confesse son empathie pour les communards de 1871 et les insurgés de mai 68. Parvenu au pouvoir, il achète des mirages par dizaines et rencontre à l'Élysée, dès 1973, un Georges Pompidou plutôt bienveillant envers ce fougueux néophyte. Puis vient, sous Valéry Giscard d'Estaing, le temps du désamour, des amours persistants et actifs. Paris travaillant alors aux côtés du Caire et de Washington à divers scénarios de neutralisation du trublion tiers-mondiste. Lequel a, circonstance aggravante, le culot décorné, notamment au Tchad, le précaré postcolonial tricolore. Ultimes arabesques du passo doblé heurté que dansent la France et la Libye, l'éprouvant séjour du colonel sur les bords de Seine en décembre 2007, puis le divorce fracassant prononcé 4 ans plus tard, avec, en fond sonore, l'aigre ritournelle du soupçon. En l'occurrence, celle d'un financement clandestin dans la campagne électorale victorieuse de Nicolas Sarkozy, dont il devint tour à tour l'ami, le cauchemar et la cible. Les racines, les révoltes, les ruptures, les rancœurs. Il faut, pour dissiper un peu de brouillard kadhafien, exhumer quelques épisodes de la course éperdue du guide au sans boussole, explorer le recoin de sa tortueuse psyché. Aucun ne dit tout de l'homme. Tous livrent des indices, si fragiles soient-ils, sur ce qui fit de lui ce qu'il fut. L'enfance d'un chef. Ça commence bien. 2 incertitudes embrument le prologue de l'aventure. La date de naissance du petit Muammar et sa filiation. 1940, 41 ou 42. Faute de pièces d'état civil incontestables, mieux vaut s'en tenir au témoignage du cousin Ahmed Kadhaf Addam, aujourd'hui exilé au Caire. À l'en croire, c'est en juin 42 que la Caïd en devenir voit le jour, sous une guitoune en peau de chèvre du campement nomade de Wadi Jarif, à 30 km au sud de la cité portuaire de Sirte. Un père astreint à s'absenter au cré des transhumances de son maigre troupeau de moutons et de cabrets, 2 frères aînés fauchés par la maladie, 3 sœurs rescapées. L'enfant grandit dans un gynécée spartiate, bercé par les récits, volontiers enjolivés, des faits d'armes de son géniteur en titre et de ses aïeux, fils valeureux d'une patrie asservie sous le talon de la botte mussolinienne, en clair de l'Italie fasciste, puis fragmentée en zone d'influence. Aux Britanniques, la Tripolitaine, à l'ouest, et la Cyrénaïque, à l'est, aux Français, le Fezzan désertique. Chez les Guedatfa, clan mineur de berbères arabisés, le quotidien a les ternes couleurs de la rudesse et du dénuement. En lisière du désert, les étés sont brûlants, les hivers glacés et les vents tyranniques. Semi-nomades, les hommes se font tour à tour éleveurs, paysans et ferrailleurs. Si, comme le veut l'usage, Muammar prend soin d'une poignée de caprins où sarclent les quelques arpents plantés d'orge et de blé, il sort d'emblée du lot. On les dit curieux, méditatif et solitaire. Géniteur en titre est-il écrit plus haut? Y aurait-il un doute en la matière?
Oui, voire 2 pour le prix d'un. Passons sur la thèse aussi romanesque que fantaisiste qui fait de Kadhafi le fils naturel de l'aviateur corse Alberto Preziosi, futur pilier de l'escadrille Normandie-Yémen, dont le Hurricane s'abîma dans les dunes libyennes et qui fut recueilli par une famille bédouine. Si séduisant soit-il, ce scénario se heurte à des écueils chronologiques, géographiques et culturels rédhibitoires. Plus crédible, l'hypothèse selon laquelle Muammar serait né des œuvres d'un de ses oncles. Une autre rumeur récurrente porte sur la judéité supposée de l'intéressé. Moins absurde qu'il y paraît, avance le diplomate Mansour Seif al-Nasser, fin connaisseur de l'échiquier tribal. Au temps de la monarchie, sunnites et juifs vivaient ensemble, et les unions mixtes n'étaient pas rares. Une certitude, s'il vomit le sionisme, Kadhafi masque à peine l'admiration que lui inspire l'épopée du peuple juif. Pour l'heure, le Badawi, fils de bédouin, n'a que faire de telles spéculations. Avide d'apprendre, il rallie chaque semaine l'école coranique, à pied ou à dos d'âne, et brûle les étapes. Au collège, lui et ses camarades de la Libye d'en bas découvrent le dédain des rejetons de la bourgeoisie côtière, prompte à moquer ses ploucs, campagnards aux manières rustiques et à l'accent rugueux. C'est alors qu'éclot chez Muammar le germe de la revanche sociale, lequel pimente un nationalisme fervent que dope le geste d'Omar al-Mokhtar, figure légendaire de la résistance à l'occupant italien, comme les harangues du grand Nasser, portés par les ondes de la voix des Arabes. À Sébar, où il suit sa famille, l'adolescent exalte le combat des indépendantistes algériens, fustige les essais nucléaires que la France mène en catimini au Sahara et orchestre, dans l'enceinte même de son lycée, les funérailles symboliques du premier ministre congolais, Patrice Lumumba, assassiné avec l'aval de la CIA et de la Belgique. Un activisme qui lui vaudra un exil à Misrata, capitale du commerce maritime. Il était une fois sa révolution. En 1963, l'insoumis rejoint l'académie militaire de Benghazi, à l'est, la capitale de la Cyrénaïque. Un choix tactique dicté moins par une quelconque passion pour l'uniforme et l'art de la guerre que par l'impératif d'efficacité. Il faut, méthodiquement, discrètement, noyauter la seule institution capable de détrôner l'indolent Idriss Ier, monarque craintif et mystique, perçu non sans raison comme une marionnette de l'Occident. Voici venu le temps des cellules clandestines, des conciliabules nocturnes, des caches où l'on planque armes et munitions. Certes, un intermède brumeux retarde le grand soir. 5 mois durant, l'impétueux Kadhafi, qui se plaît tant à braver ses instructeurs britanniques, séjourne en Angleterre. Les stages accomplis dans les transmissions et l'infanterie, chez des hôtes jugés aussi froids que condescendants, attisent son patriotisme. À son retour, il sillonne le pays au volant de sa coccinelle Volkswagen bleu ciel, tisonnant au gré des campements l'ardeur de ses compagnons. 1969, année héroïque. Le jour J approche. Les insurgés comptent profiter de la longue cure annuelle de Thalasso de Sa Majesté entre Grèce et Turquie. Las, il faudra différer l'opération Al-Quds, le nom arabe de Jérusalem. Le soir dit, Kalsoum, cantatrice égyptienne idolâtrée, donne à Tripoli un concert en l'honneur du peuple palestinien. Mais il faut agir avant d'éveiller les soupçons des services de renseignement et de leurs mentors british. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, le régime tombe comme un fruit mûr sans effusion de sang. À l'aube, la radio diffuse le credo grandiloquent d'un officier anonyme, déclamé d'une voix hésitante. Celle du lieutenant Muammar Kadhafi, 27 ans, cerveau d'un putsch indolore et populaire, bientôt figure de proue du Conseil de commandement de la Révolution, le CCR. À ses côtés, une poignée de hors-caste à son image, à peine trentenaire, idéaliste en diable, fils de nomades et de paysans, issus pour la plupart de tribus de second rang. D'emblée, le CCR, adepte d'un socialisme puritain, impose un train de mesure à haute teneur symbolique. On ampute de moitié les traitements des ministres, on double les salaires des humbles, on bloque le loyer et prix des denrées de base, sans omettre de fermer les casinos ni de prohiber l'alcool. 3 ans plus tard, celui qu'on appelle désormais Seyed al-Akid, monsieur le colonel, cumule une demi-douzaine de fonctions officielles. Chef de l'État, du gouvernement et des armées, ministre de la Défense, président du Conseil national de sécurité et du Comité suprême du plan. Un timonier incontesté ? N'exagérons rien. Très vite, querelles d'ego, divergences doctrinales et complots réels ou imaginaires sèment la discorde au sein de la bande des pionniers, décimée au fil des ans. La junte survivra à une vingtaine de conspirations. Quant à Kadhafi, diva jupitérienne et virtuose du chantage à la démission, il mettra en scène 6 fausses sorties entre janvier 1971 et septembre 1973. Retenez-moi ou je fais votre malheur. Acteur instinctif et cabotin, l'officier frugal au visage anguleux intrigue, sinon fascine.
les envoyés spéciaux aux Occidentaux accourent sur le rivage des Syrtes, si cher à Julien Gracq. Mais l'outsider timide et gauche prend vite goût aux effets d'estrade et aux happenings révolutionnaires télévisés. Indocile, imprévisible, l'imprécateur ne tarde pas à dérouter ses pairs arabes, accusant les uns de complaisance envers Israël, accablant de sarcasme les autres, et parfois les mêmes, pour la tiédeur de leur tiers-mondisme. Son zèle embarrasse Nasser, sa frénésie fusionnelle exaspère ses voisins. On dénombre ainsi pas moins de 14 unions plus ou moins durables et projets d'épousailles sans lendemain. Avec l'Égypte bien sûr, mais aussi avec la Tunisie, la Syrie, le Soudan et le Tchad. Au-delà de cet étranger proche, et sur fond de guerre froide, la diplomatie de la Libye nouvelle tâtonne. Avide de garnir ses armureries, le colonel courtise Moscou tout en récusant l'athéisme d'État de l'URSS. Symétriquement, il ménage Washington et ses majors pétrolières, tout en flétrissant l'impérialisme yankee. Francophile, il débarque dès 1973 à Paris, en qualité d'invité vedette d'un colloque orchestré par le quotidien Le Monde. L'occasion de passe d'armes rhétoriques mémorables avec Pierre Mendès France et Roger Garaudy, philosophe marxisant, contaminé par le virus négationniste. L'occasion aussi pour ce client de la maison d'assaut, friand de mirages, de franchir pour la première fois le seuil de l'Élysée. Suivez le guide. Dès avril 1974, Mouammar Kadhafi renonce à toutes ses charges pour ne revendiquer que cette seule et noble dignité, Caïd Hasta-Roi, ou guide de la révolution. Coquetterie ? Certes pas. Jusqu'à son dernier souffle, il ne cessera de récuser le statut de chef d'État. Et malheur à celui qui, homologue, diplomate ou journaliste de passage, lui donne du Monsieur le Président. Une telle bourde protocolaire peut conduire l'ombrageux officier à claquer la porte d'un sommet de la Ligue arabe ou à abréger brutalement un entretien. Au mieux, elle vaut à son auteur une assommante leçon sur la spécificité, sinon l'unicité, du tout le pouvoir au peuple, sauce libyenne. Investi à l'en croire d'une mission sacrée, le bédouin suprême s'affranchit ainsi des contingences temporelles, laissant à d'autres l'ingrate gestion de l'intendance, donc la responsabilité de ses multiples défaillances. Illusion d'optique, bien sûr. Car du haut de son Olympe, le guide aux colères redoutées exige de tout savoir, tranche, promeut et châtie. Et si la Libye godit au jugé entre les récifs du collectivisme le plus obtus et les écueils d'un libéralisme effréné, c'est bien à lui qu'elle le doit. Deux événements quasiment concomitants illustrent cette prétention démiurgique. La métamorphose, dès mars 1977, du pays en Jamaïria, néologisme né de la combinaison en arabe des concepts de république et de masse populaire, mais aussi la diffusion des dogmes de la troisième théorie universelle, publiée par épisode dans un journal tripolitain, puis réunis en un mince volume, appelé à être traduit dans une trentaine de langues. Avec le recul, la lecture de ce bréviaire confus et grandiloquent, farci de sophismes, de raccourcis essentialistes et de paraboles simplistes, laisse pantois. Tout comme sidère, a posteriori, la profusion de colloques où, de Paris à Caracas, au Venezuela, des escouades d'intellos et d'exégètes à la sincérité aléatoire chantent les louanges du nouveau gourou global, héros des opprimés. De quoi flatter la vanité d'un guide qui se veut l'égal des penseurs les plus féconds et se plaît à chapitrer les théologiens islamiques de Libye et d'ailleurs. Au gré de ses discours et de ses écrits, il éreinte les vieilles barbes de l'ordre patriarcal et fustige l'archaïsme des oulémas, avec, convenons-en, une ironie mordante et un sens aigu de la dérision qui irrigue les pages les moins absconses d'un recueil de nouvelles paru en version française sous le titre ô combien éloquent d'Escapade en enfer. On l'aura compris, aux yeux des islamistes radicaux, la lecture moderniste du Coran que professe le pieux Mouammar relègue celui-ci au rang d'apostat. Très vite, le théoricien galonnais se sent à l'étroit dans son bac à sable national. Un espace sous-peuplé et bien trop pétriqué pour que s'y épanouissent ses élans visionnaires. Sans doute les États-Unis d'Afrique, dont il tente à l'orée du nouveau millénaire et à la hussarde de hâter l'émergence, ne furent-ils que l'ultime avatar de son ambition. Là encore, le dessein paraît noble. Mais là encore, le caporalisme du roi des rois traditionnel du continent, titre dont le parent à sa demande, une poignée de chefs coutumiers et son étouffante sollicitude auront tôt fait de hérisser nombre de ses pairs subsahariens. Ceux du moins que n'asservissent pas les largesses financières d'un mentor prompt à acheter les loyautés à coups de pétrodinars, et tout aussi enclin à menacer de représailles fatales les récalcitrants. L'imposture à la vie dure. Qu'importe le mépris et la condescendance affichés, en privé, envers les rois nègres,
accourut jusqu'à son trône condamné à subir, sur leur terre, les foucades de cet hôte cassant et de sa suite pléthorique. Qu'importent les soudaines éruptions de violences racistes qui visent les immigrés subsahariens et que couvre une police complice. La propagande maison et ses poètes de cour persistent à enrichir le culte du Messie du continent noir. La chimère panafricaine excuse tout, absout tout, efface tout. La providence des assassins. Au mi-temps des années 1970, la Libye de Kadhafi passe déjà, en Occident, pour le musée vivant du terrorisme international. Sandinistes du Nicaragua, Indiens d'Amérique, miliciens de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, Sahraouis du Front Polisario, Palestiniens radicaux, porte-flingues de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, l'Azala, indépendantistes corses estampillés FLNC, basques de l'ETA, Kanaks néo-calédoniens, aborigènes d'Australie, guerrieros philippins du Front Moro de Libération Nationale, quiconque prétend combattre l'impérialisme, le sionisme et la servitude coloniale trouve à Tripoli le gîte, le couvert, l'armement, les camps d'entraînement et le nerf de la guerre. Qu'on ne s'y trompe pas, pour le bienfaiteur de cette cohorte inquiétante et bigarrée, où plastronne aussi l'américain Louis Farrakhan, grand prêtre vénal et narcissique de la Nation of Islam, la terreur n'est ni une religion, ni une fin en soi. Plutôt un outil, un levier parmi d'autres, que la Jameria actionne afin de se voir traiter avec les égards dus à sa capacité de nuisance pour l'abandonner, voire en condamner l'usage au nom d'un impératif moral intermittent dès lors que la violence aveugle dessert les intérêts de la Libye révolutionnaire ou fragilise l'assise de son guide. L'arme des lâches ? Non, celle des faibles, des opprimés, de ceux qui refusent de courber l'échine sous le joug. Voilà pourquoi l'ancien putschiste aura endossé tour à tour le treillis du parrain prodigue des combattants de la liberté, si douteuse que fut leur cause, puis l'aube immaculée du contempteur le plus farouche d'Al-Qaïda, de ses surgeons et de ses rivaux dans l'arène de l'islamisme fanatique. On lâche le protégé sans davantage d'état d'âme qu'on eut à l'adouber. On lui coupe les vivres après l'avoir arrosé de cash et de kalash. Quand sonne, peu après l'an 2000, l'heure d'une normalisation dictée par l'instinct de survie, pour accoster sans encombre sur l'autre rive de l'axe du mal, mieux vaut se délester de tels fardeaux, encombrants et coûteux, quitte à les balancer par-dessus bord. Il paraît qu'on ne prête qu'aux riches, autant dire que, au jeu de la subversion en battle dress, le colonel est plein aux as. On lui impute donc tous les carnages de la fin de la décennie 1980. À juste titre, s'agissant du DC-10 du TA, foudroyé le 19 septembre 1989 dans le ciel du désert du Ténéré, qui a fait 170 morts. En revanche, l'honnêteté commande d'admettre qu'un doute persiste quant au crash du Boeing 747 de la Pan Am, survenu 10 mois plus tôt à l'aplomb du village écossais de Lockerbie, et fatal à 259 passagers et membres d'équipage. 3 ans auparavant, ce kit que l'on croyait inébranlable a vacillé, et ce sous un déluge de bombes et de missiles made in USA. En représailles à l'attentat meurtrier commis dans une boîte de nuit berlinoise que fréquentent les GI, Ronald Reagan, que Kadhafi tient pour un ex-nazi par le Mossad israélien, ordonne alors, entre autres, le pilonnage du fortin tripolitain de Bab al-Azizia. Certes, Kadhafi réchappe à l'orage d'acier, mais il émerge des décombres hébétés, KO, debout comme incrédule. Il n'empêche, le Libyen a survécu, et il peut ajouter à sa riche panoplie le cilice du martyr miraculé. Le Dorian Gray des Sirtes. Un costume de scène parmi d'autres. Frégoli des sables, l'ex-officier libre à la simplicité ostentatoire n'en finit plus de prendre la pose, puisant dans son extravagante garde-robe la tenue qui sied à l'instant T. Même si le boubou chamarré relègue sur le tard en fond de penderie la sobre chemisette saharienne, l'uniforme de maréchal d'opérette ou le survêtement rouge vif. Les couvre-chefs dont il coiffe sa chevelure aile de corbeau, d'un noir trop intense pour être honnête, formeraient le respect du plus inventif des chapeliers. Du calot à la chapka, via le képi, la chèche et la couronne tribale. Hanté par la peur de vieillir, le badawi vieillissant confie au bistouri d'un chirurgien esthétique brésilien, Liacier Ribeiro, un visage qui s'empâte et se crevasse au risque d'amplifier les outrages de l'âge. Et, jure maint témoin, passe avec diverses substances illicites un pacte faustien. Oscar Wilde en conviendrait. Il y a du Dorian Gray chez Kadhafi. Comment retrouver, derrière ces bouffissures, les traits anguleux du bouillant colonel, increvable cliché? Et que reste-t-il dans les yeux mornes et mi-clos des derniers temps, du regard ardent de l'aube héroïque? L'image, le cadre, celle que l'on a de soi,
celui que l'on impose à l'autre. Quand il ne peut revenir au désert, le frère guide l'emporte avec lui. Qu'est ce campement où il reçoit ses hôtes, à l'abri des murailles de Bab al-Azizia, sinon un fragment d'enfance transplanté au cœur de la ville. De Rome à Bruxelles, via Belgrade et Paris, le maître absolu de la Jamaïria snobe palais et palaces pour planter sa tente, tout confort il est vrai, dans le parc ou le jardin préempté par son entourage. Au fil des ans, le besoin se fait symbole, puis défi. Que dit au fond ce nomadisme d'État ? Moi, Muammar Kadhafi, j'installe où que j'aille mon décor et mes valeurs. Je dicte mon tempo et mes caprices, et n'ai que faire des codes protocolaires de l'Occident. Pourquoi se gêner ? L'homme a plus d'une corde à son oude. Lorsque, étranglé par les sanctions internationales, l'ancien mécène des poseurs de bombes consent fin 2003, pour prix de sa rédemption, à s'aborder son arsenal de destruction massive, il fait vibrer à l'oreille de l'Occident le boyau du fléau djihadiste, puis celui, tout aussi efficace, du péril migratoire. On le traite alors sous nos latitudes avec les égards dus à son or noir, à ses réserves de devises et à sa capacité de nuisance. Et l'on se tient prêt, partout, à accueillir toute honte pue, le chapiteau d'un cirque qui jamais ne fait relâche. S'il est un domaine où bouillonnent, en un magma brûlant, les ambiguïtés du guide, c'est bien son rapport à l'univers féminin et à la sexualité. Au lendemain de la chute de la maison Muammar, quand la peur s'estompe et que les langues se délient, apparaît cette autre faille, si béante qu'elle en cesse d'être intime. Le besoin, compulsif, addictif, de posséder l'autre. Ton corps m'appartient. La collégienne remarquait au détour d'une visite d'école la beauté que repère une équipe de rabatteurs et que l'on assigne à résidence dans son harem, la femme de dignitaire, la journaliste étrangère de passage, le jeune soldat, tout chez lui fait bas-ventre. Au fil des ans, le séducteur s'est fait prédateur. Il s'agit moins dès lors de jouir que de soumettre, d'avilir, d'asservir, de marquer les êtres du fer de sa puissance. Féministe Kadhafi ? Oui, quand il s'agit d'invoquer le sort injuste des sœurs pour mieux ébranler un patriarcat ancestral. Mais non, 100 fois non, pour peu qu'on en juge à l'aune de ses mœurs. Au sein de sa troupe, nul n'incarne mieux cette duplicité que les Amazones, gardes du corps féminin dont la mission première consiste moins à protéger le chef qu'à enluminer le mythe. Un aplat de modernité, un liseré de fantasmes. Un guide déboussolé. Pourquoi donc le guide perd-il pied à l'instant où se lèvent, en Tunisie, puis en Égypte, les bourrasques du printemps arabe ? Parce qu'il est pour lui inconcevable, au sens étymologique du terme, que ses sujets le désavouent. Le peuple libyen me connaît, m'aime et me suit là où je l'emmène, assène-t-il via la chaîne qatari Al Jazeera, alors que la tempête gronde. Il se dressera donc comme un seul homme pour écraser les traîtres, les suppôts de l'Occident, comme les sicaires du djihad global. Le vieil autocrate voit ses pairs, tels Zine El Abidine, Ben Ali et Hosni Moubarak, chavirer puis sombrer. Il les devine happés par le néant, acculés à l'exil, à la prison ou à la potence. Il entend, fussent-elles couvertes par les hôtes que lui annonnent ses courtisans, les clameurs rageuses de la foule. Parfois, une sourde angoisse l'étreint. Et si, mais non, jamais ici, jamais sur mes terres. Ces rails déchus ont été trop faibles, trop indécis ou trop aveugles pour déjouer le complot. Mais moi, je ne suis pas fait de ce bois-là. J'y vois clair et ne transige ni ne tremble à l'instant de frapper. Le bouillant colonel bout-il alors encore ? De rage sans doute. Un temps, ses apparitions furtives et ses imprécations radio-télévisées, assénées d'une voix éraillée et bégayante, ont semblé baliser une inéluctable déchéance. Mais le bédouin pugnace puise dans sa manie du déni une énergie dévastatrice. Le roi est nu, certes, mais armé jusqu'aux dents. Et il croit encore pouvoir terrasser la rébellion. C'est bon, crache-t-il au micro après la reconquête du verrou pétrolier d'Ajdabiya. Nous arrivons. Attaquez ces salauds d'athées et ces traîtres. Pas de clémence ni de pitié pour eux. L'illusion tourne court, anéantie par le déclenchement, le 19 mars 2011, d'une immense attaque aérienne franco-britannico-américaine. Un quart de siècle plus tôt, le caïd avait semblé pris de court par les raids de Reagan. Cette fois, on le dit sidéré par la trahison de son ami Nicolas Sarkozy. Celui-là même qui, en décembre 2007, avait déployé tous les fastes de la République pour l'accueillir sur les bords de Seine. Un temps, il paraît disposé à transiger. Le guide, soutient son cousin et émissaire Ahmed Kadaf Addam, m'a mandaté pour discuter au plus haut niveau, y compris à l'ONU. Il était prêt à s'effacer, mais seulement après la fin des bombardements. C'est là-dessus que ça coince. Lui veut le cessez-le-feu d'abord,
les Occidentaux exigent sa reddition préalable. Quant à l'hypothèse de l'exfiltration vers Caracas chez son ami vénézuélien Hugo Chavez, elle n'a jamais été sérieusement envisagée. Kadhafi préférait mourir que de finir sa vie en exil. Dès lors, l'incantation tient lieu de plan de bataille. « Je suis, tonne-t-il en plein tumulte, une gloire à laquelle ne peut renoncer ni le peuple libyen, ni la Oumma arabe, ni la nation islamique, ni l'Afrique, ni l'Amérique latine. Mouammar Kadhafi est histoire, résistance, liberté, gloire, révolution. » Tout vacille, tout se fissure, mais le Néron des sables s'accroche. Il peut encore rassembler des foules, orchestrer des marches sur lesquelles flottent, dans la houle, des banderoles vertes, son effigie. Même si sa télévision recycle volontiers de trompeuses archives, en août, le colonel rameute son interprète francophone et le prie de traduire une lettre cousue de grief, adressée au locataire de l'Élysée. Elle n'est jamais partie, confiera plus tard Mokhtar Missouri. Lui ne comprenait pas que tout était fini. L'étau rebelle se resserre autour de Tripoli. Prise en tenaille, la capitale tombe le 22 août. Quelques jours après que le caïd en perdition a fui Bab al-Azizia pour échouer à Sirte. Là, l'équipée navigue à vue dans un espace peau de chagrin, bientôt circonscrit au seul secteur 2, encastré au cœur de la cité côtière, sous la menace des missiles Grad des insurgés et des chasseurs de l'OTAN, que l'on craint bien davantage. Flanqué d'une phalange de fidèles, le fils du désert, qui exècre tant les villes et leurs murs, erre et se terre d'une planque à l'autre. Prostré, mutique, il s'abîme dans la lecture du Coran, couvre de notes son carnet, somnole, arpente d'un pas nerveux les pièces exiguës. Coupé du monde, le reclus s'agace du manque d'eau, des coupures d'électricité, de l'épuisement des vivres, car on doit se contenter de riz et de pâtes, glanés au hasard des logements d'emprunt. Lui s'échine encore à rompre son isolement à l'aide d'un téléphone satellitaire. Appel bref. Il s'agit de ménager une batterie faiblarde, mais aussi de déjouer la traque électronique des avions ennemis, qui, là-haut, captent le moindre signal émis. Vengeance posthume. Il faut à tout prix sortir de la souricière. Le départ est fixé au 20 octobre avant l'aube. Las. Le temps file, tandis qu'on peine à entasser les jerrycans, les caisses de munitions et les blessés dans la cinquantaine de 4x4 du convoi. Pied. Il n'est aucun cap sûr pour cette flottille fantomatique. Un premier aide ennemi enraye une percée plein sud, brisant net le cortège. Puis le missile lâché par un drone Predator anéantit la tête de la méharée motorisée, figée en plein désert. Les rescapés subissent les assauts furieux de Katibat, brigade rebelle. En fin de matinée, les deux bombes GBU-12 à guidage laser que largue un Mirage 2000 français scellent le sort de la bataille. Touché par des éclats au crâne et aux jambes, Kadhafi s'extirpe de son Land Cruiser blindé. À demi groggy, il boitille jusqu'à une villa en chantier, déserte. Mais l'abri, pris d'assaut à son tour, se fait piège. Reste à claudiquer vers le prochain Mirage. Un ruban d'asphalte posé sur un talus, que perforent deux canalisations. Le guide en cavale s'engouffre dans celle de gauche. Piètre cachette, un étudiant en électricité l'en extrait, le halant par le col. La suite, un long élan à la lie, que captent en séquence saccadée des dizaines de portables. L'heure de la curée a sonné. Les coups pleuvent dru. Que me voulez-vous, implore Kadhafi, adossé à l'avant d'un pick-up, tentant de parer au bras les coups de poing et de crosse. Mes fils, couine le supplicié. Qui êtes-vous? Ne faites-vous pas la différence entre le bien et le mal? À genoux, le despote déchu vomit des cailloux rouge sang. À cet instant, on entrevoit un revolver braqué sur le visage tuméfié. Puis, plus rien. Sur le plan suivant de ce film gore à ellipse, un corps étendu, à même le bitume, inerte, des épaules dénudées, et une tête aux yeux mi-clos sur un regard éteint. Encore vivant, déjà mort, le quasi-cadavre sera jeté sur le plancher métallique d'un minibus. À compter du 21, la dépouille repose dans la chambre froide d'un entrepôt à viande de Souk al-Arab, le marché de gros de Misrata. Drapé dans une couverture grise, allongé sur un matelas souillé. Ainsi, l'aigle a fini dans une buse. Le vol erratique du rapace hautain s'est achevé un jeudi d'automne au débouché d'une conduite de drainage en béton, à quelques battements d'ailes de son aire natale de Sirte. D'où que vint le coup de grâce, la balle fatale a aussi foudroyé le témoin clé de compromission de l'Occident envers un autocrate d'autant plus honni qu'il fut assidûment courtisé. Avec lui, Paris, Londres, Rome et Washington auront enseveli la mauvaise conscience du monde libre, sous les pelletés d'une terre où se mêlent remords, cynisme et mercantilisme.
Quant à la Libye nouvelle, elle ne s'est affranchie de son tyran que pour plonger dans une sanglante pagaille. Là est le legs mortel de Kadhafi, la vengeance posthume de celui qui fut le formidable acteur d'un formidable échec.